Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer cette deuxième journée de l'Open d'Australie. Et quelle journée! On a eu vraiment la vraie première journée à sensation forte, avec notamment une fin de journée complètement dingue avec Alexandre Müller. On va y revenir, qui a climatisé la John Cain Arena et climatisé Alexei Popyrin, qui lui d'ailleurs peut s'en vouloir, lui tout seul, de ce qui s'est passé. Mais on va avant tout parler de Novak Djokovic, qui a remporté sa 100e victoire rien qu'à l'Open d'Australie. Et c'est le premier joueur de l'histoire à avoir au moins 100 victoires sur 3 des 4 grands chelems. Il ne lui manque que l'US Open. Il est à 95 victoires, donc il faut qu'il aille en demi-finale cette saison pour atteindre les 100 victoires s'il veut le faire cette année. Mais s'il fait encore aller 2 saisons, il les aura tranquillement, ces 100 victoires à l'US Open. Novak Djokovic qui a déroulé face à Pedro Martinez. J'attendais de voir le début de saison de Novak Djokovic, parce que c'est un début de saison pour lui. Et le début de saison 2025, on sait qu'il avait fait Brisbane, il avait perdu contre Opelka, il avait ensuite perdu un set face à Basavaridi au premier tour à l'Open d'Australie, un autre set contre Faria au deuxième tour. Donc je voulais voir le début de tournoi de Novak Djokovic, parce qu'à l'âge qu'il a, il a besoin à tout prix de remporter tous ses matchs en 3 sets, de remporter ses matchs le plus rapidement possible. Et pour moi, ça a été le cas. Aujourd'hui, il a fait le match qu'il fallait faire face à Martinez, qui n'a pas non plus été si dangereux que ça. On va pas dire que l'adversité était gigantesque. Mais même, il fallait un Djokovic qui soit très sérieux, très concentré. Est-ce qu'on a eu tout le match? Dès le début du match, on a eu un Djokovic avec l'attitude qu'on connaît de Djokovic, c'est-à-dire l'attitude d'un mec mort de faim. Même à l'âge qu'il a, il continue à être mort de faim, et c'est complètement dingue. À cet âge-là, il a tout gagné, il a tout réussi, et il continue à vouloir encore une fois défier les lois de l'âge et défier les lois du sport. Et là, ce passing là, il est complètement dingue. On a aussi Djokovic qui nous a fait des petits revers comme ça, puis ouvert complètement en grand écart pour dégoûter Martinez, qui a essayé d'aller au filet, qui a essayé d'attaquer Djokovic. Mais tu peux pas parce que Djokovic, il était trop fort aujourd'hui, il a été impressionnant, et il avait une telle marge, mais il s'est pas rendu le match difficile. Il perd seulement 5 points sur son service sur tout le match. 5 points sur son service, il gagne 6-3, 6-2, 6-2, 5 petits points perdus sur son service. C'est complètement dingue. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette performance de Djokovic. Donc évidemment, pas de balle de break pour Martinez. Djokovic en a eu plein, qui aurait pu même mettre plus cher que 6-3, 6-2, 6-2. Le score est déjà sévère. Et ça aurait pu être si on lui met 6-1, 6-2, 6-2, c'est la même chose. Pour moi, c'est un 6-3, 6-2, 6-2 qui est vraiment presque gentil pour Martinez, tellement Djokovic lui a roulé dessus, et il lui a clairement roulé dessus. On a eu aussi ce petit court croisé, là il court à amorti Martinez, qui est plutôt bien touché, qui est plutôt pas mal. Mais là c'était amorti, cette remise court croisée de Novak Djokovic en revers qui est colossale. C'est pour double briquet dans le 3e set. Il n'y a rien à dire franchement sur ce match de Djokovic. Franchement, il gagne en à peu près 2 heures. C'est beaucoup plus simple que face à Basavaridi l'an dernier. Et on sait que l'année dernière, ça lui a peut-être coûté, pas face à Alcaraz, mais il se blesse face à Alcaraz. Donc peut-être que ça lui a coûté à ce moment-là. Et que s'il n'avait pas eu ces 7 en plus en début de tournoi, peut-être qu'il ne se blesse pas face à Alcaraz, et qu'ensuite il bat Alexander Zverev et qu'il va en finale. Après, en finale, face à Sinner, je pense que ça aurait été compliqué. Mais voilà, il faut qu'il se donne le plus de chances possible d'aller au bout. Je trouve qu'en plus, son attitude, là, sa conférence de presse, elle a changé. Parce qu'après l'US Open, il était un petit peu, pas défaitiste, mais réaliste, dans le sens où il disait, Alcaraz et Sinner sont meilleurs que moi, ça va être de plus en plus dur. Là, il a dit, il va falloir être très fort pour me battre. Je sais que Sinner et Alcaraz sont favoris, mais moi, je peux battre n'importe qui, j'ai peur de personne. Et je trouve qu'on a retrouvé ce Djokovic, ce Joker, cette attitude qu'on connaît, cette attitude qu'il a eu durant toute sa carrière pour pouvoir remporter ses 24 grands chelems, son or au JO, tous ses 40 Master 1000. Puis j'en passe, évidemment. J'en passe, il a eu tellement de choses, Novak Djokovic, c'est 101 titres du coup. Et ouais, franchement, Djokovic, à voir, parce que c'est très intéressant ce qui se passe. Alors ce n'est qu'un premier tour, on va continuer à suivre ce qui se passe. Mais s'il continue à faire des matchs comme ça, en 3-7, et qu'il arrive comme ça en quart de finale, sans avoir perdu un set, il va falloir commencer à se poser des questions sur Djokovic, sur ce qu'il peut faire, parce que à Roland-Garros, c'est le seul tournoi des grands chelems l'année dernière où il arrive sans perdre un seul set en quart de finale. Il fait un super match contre Zverev où il fait 40 amortis, et tactiquement il a mangé Alexander Zverev. Et puis je trouve que face à Sinner, dans tous les matchs face à Sinner qu'il a joué l'an dernier, alors il y a eu évidemment cette blessure à Wimbledon, mais je trouve sa demi à Wimbledon, sa demi à Roland-Garros, la demi à Roland-Garros de Novak Djokovic, elle est magistrale. Pour moi vraiment, la demi de Roland-Garros de Djokovic, le 2e set, il peut le remporter. Le 3e set, même, il doit le remporter presque. Et on a un Sinner qui arrive vraiment à cadenasser dans les moments importants. Mais le match, vraiment, le Djokovic-Sinner, ça fait 3 sets seulement pour un grand chelem. Ça, on peut dire que c'est juste un match en 3 sets. Mais Djokovic a vraiment été dans le combat à partir du début de 2e set. Il a commencé à
tout taper en coup droit, à tout rentrer. Franchement, ça a été un super match. Et ça a été un peu éclipsé cette demi-finale, je trouve. Mais après, à juste titre, par cette finale complètement légendaire entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui évidemment a éclipsé tout ce qui s'est passé en demi-finale. Mais je trouve que la demi-Sinner-Djokovic était vraiment une très très belle demi-finale. Et si on a ce Djokovic qui arrive à avoir ce niveau-là en Australie, sachant qu'en plus, c'est sa maison, c'est son jardin, la Rod Laver Arena, c'est là où il a remporté le plus de titres. Donc ouais, à suivre ce que ça a donné pour Novak Djokovic, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de son match, mais ouais, je pense qu'on peut vraiment être élogieux sur Djokovic qui, voilà, après a fait sa petite interview de fin de match qui est très content, Novak Djokovic de lui. On a eu la climatisation de la John Cain Arena justement d'Alexandre Müller qui a climatisé Popyrin qui je trouve aussi s'est climatisé un peu tout seul, il mène 5-2 dans le tie-break du 4e set. Il fait pas le taf qu'il faut faire pour gagner. Il mène 5-3, il sert pour le match dans le 5e set. Il fait pas le taf qu'il faut pour gagner. Et on a un Müller qui a tout le match était derrière. Franchement, il a jamais été devant dans le match, à part dans le super tie-break où il a été devant. Donc le moment où il fallait, mais sinon il a toujours été derrière Alexei Popyrin. Et c'est là où c'est sa grande force, c'est qu'il a réussi, même en étant à chaque fois derrière, à chaque fois dos au mur, à réussir à chaque fois à repousser les limites, à mettre la pression sur Popyrin. Et on l'a vu, Popyrin qui s'est écroulé. Et Müller qui fait un super tie-break qui lui met 10-4. Il a mené 9-2, donc il a vraiment fait un début de super tie-break canon. Et ouais, Popyrin qui passe quand même, je pense, à côté de quelque chose. Müller en profite et mérite complètement sa victoire, mais je trouve quand même que Popyrin est passé un petit peu à côté de l'événement, notamment quand il sert pour le match dans le 5e set. Déjà, quand il mène 5-2 dans le 4e set, il peut finir à ce moment-là dans le tie-break à 5-2, mais quand il mène 5-3 qui sert pour le match, ouais, franchement, après, costaud Müller, franchement costaud qui climatise du coup la John Cain Arena, et Müller qui aura l'honneur de jouer au prochain tour Alexander Zverev, donc que du bonus pour lui, et à voir ce que ça peut donner face à Zverev. Et là aussi, il va falloir être sans doute à chaque fois derrière Zverev, mais réussir à lui mettre la pression, et pourquoi pas, comme on l'a vu Diallo, qui sur un tie-break réussit à prendre le premier set à Zverev. S'il arrive dans une fin de set un peu tendue, est-ce qu'il peut réussir à mettre la pression à Zverev, et aller chercher un petit set, peut-être, c'est possible. Après, gagner le match, franchement, j'y crois pas, mais aller chercher un petit set, je me dis que ça, c'est pas impossible. On a eu ensuite, on parlait un petit peu des papis du tennis, entre guillemets, avec Novak Djokovic, mais il y en a un autre encore plus vieux que Novak Djokovic, qui a gagné moins de Grand Chelem que Djokovic, mais qui est aussi un vainqueur de Grand Chelem. C'est Stan Wawrinka qui a annoncé que 2026 serait sa dernière saison. Et qu'est-ce que je suis content de voir Wawrinka remporter peut-être son dernier match à l'Open d'Australie ou pas, mais en tout cas remporter encore un nouveau match à l'Open d'Australie, premier tour face à Laslo Djere, alors que le premier set, il a balle de 7, il perd le premier set. À ce moment-là, tu te dis le scénario il va commencer à mal tourner. Wawrinka il doit remporter ce premier set, il le remporte pas, il se breakait dans la foulée, Djere le remporte. Tu te dis que physiquement ça peut être compliqué, mais je trouve qu'il est fit de chez fit, Stan Wawrinka là sur ce début de 2026, et franchement il nous régale sur l'United Cup, je vais y arriver, qui nous a produit, c'était de très très haut niveau. Et là pareil, franchement un très très grand Wawrinka qui en 3h20 réussir pendant 3h20 à tenir l'assaut de Djere, qui est un joueur, mais c'est plutôt un spécialiste de terre battue, c'est un joueur qui va te donner rarement des points, tu vas avoir des échanges face à lui, c'est pas un Opelka où les points se font en 2-3 coups de raquette, c'est un mec, tu vas avoir 4, 5, 6, 7 échanges à chaque fois, et tu vas devoir à chaque fois continuer, essayer de pas faire la faute très vite, essayer de construire ton échange, et c'est pas facile pendant 3h20 de faire ça. Et Wawrinka, il l'a très bien fait, franchement je suis très content pour Stanislas Wawrinka, lui aussi est très content, et c'est ça que j'adore chez Stan Wawrinka, c'est qu'il a tout gagné. Il a gagné 3 grands chelems, il a gagné un Master 1000, il a gagné l'or olympique en double, il a gagné plein de choses, il a été numéro 3 mondial. Et je trouve que son ambition encore de vouloir revenir dans le top 100, d'être heureux après une victoire en Grand Chelem, je trouve ça beau en fait, de montrer qu'à 40 ans, même si tes objectifs évidemment c'est plus les mêmes que tu avais il y a 10 ans, et tu continues à être heureux de ce que tu fais. Et moi je suis très content pour Stan Wawrinka, franchement, chapeau l'artiste. Et prochain tour, on va en parler justement, on parlera après cet abandon de Félix Auger-Aliassime, mais ce prochain tour de Stan Wawrinka sera face à Arthur Gea et pas face à Lehecka, et on parlera justement du cas Lehecka et du cas Arthur Gea, mais du coup c'est un tableau qui s'ouvre et pour Wawrinka et pour Arthur Gea, la possibilité pour un des deux d'aller au 3e tour de l'Open d'Australie. Malheureusement c'est peut-être la mauvaise surprise de ce début de quinzaine, l'abandon de Félix Auger-Aliassime qui malheureusement perd du coup au premier tour contre Nuno Borges, mené 2-7-1 mais diminué à la jambe, et ça pique parce qu'il avait fait une fin de saison 2025 qui augurait de très bonnes promesses pour 2026,
Et tu as l'impression que quand tu as des promesses avec Ojaliassim, bah, tu commences à être déçu. Et quand tu n'as aucune promesse, et bah, c'est là où il fait de très grandes choses. Et ouais, c'est une déception. Après, il est blessé, donc on ne peut pas trop analyser ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est pas la meilleure manière de commencer la saison pour Félix Ojaliassim. En plus, c'est là où il peut gagner pas mal de points. Parce que l'année dernière, il perd au deuxième tour contre Daidovic Fokina. D'ailleurs, aussi un match complètement lunaire où il mène 2-7-0 et qui craque complètement et qui perd le match. Mais ouais, ça pique un peu cette défaite. C'est la grosse défaite de ce début de quinzaine, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, il n'y en a pas eu d'autres d'énormes défaites. Il y a eu évidemment Koboli qui a perdu. Même Casper Ruud a réussi à gagner. Donc c'est pour dire, ouais, je pense que c'est vraiment la grosse défaite, en tout cas du top 10 chez les hommes. Et c'est un peu triste pour Félix Ojaliassim qui pouvait avoir l'ambition sur cet Open d'Australie et malheureusement perd dès le premier tour. Et ça va ouvrir le tableau pour certains joueurs, notamment la Nortienne qui a fait 8ème de finale l'an dernier et qui peut, pourquoi pas, cette année faire la même chose. Et moi, il y a quelque chose que je surveille, c'est qu'on peut avoir en 8ème de finale un Lerner Tien Medvedev et ce remake qu'on a eu l'an dernier, sachant qu'en plus ce head-to-head, le Tien Medvedev, on a toujours des matchs complètement dingues avec deux joueurs avec une créativité débordante, notamment celle de Lerner Tien, cette patte gauche, capable de tout faire sur le terrain, de jouer tous les angles, et un Medvedev qui peut complètement péter un câble face à Lerner Tien. J'adore ce face-à-face. Et si on peut l'avoir en 8ème, ce serait vraiment cool. Mais un peu triste pour Félix Ojaliassim. Arthur Géa, lui, magnifique. Le seul Français qui a réussi à passer les qualifications et qui continue et qui est invaincu d'ailleurs en 2026, qui a remporté le Challenger de Nouméa il y a quelques jours, qui là passe les qualifications, qui joue Jiří Lihečka et qui passe 7-5, 7-6, 7-5 en étant clutch dans les moments importants et surtout en ayant un Lihečka dans les moments importants qui a complètement flanché dans le premier set. Dans le deuxième set, il sert pour le 7 à 6-5, il craque. En fait, tous les jeux à partir de 5 partout, il a perdu son jeu de service à chaque fois. Puisque dans le premier set, il perd son jeu de service à 6-5 pour Géa. Donc dans le deuxième set, Lihečka mène 6-5 break, il perd son jeu de service encore une fois. Et là, à 6-5 aussi en troisième set, il sert pour rester dans le match et il perd son jeu de service. Donc Lihečka qui a vraiment pas du tout été clutch sur ce match, qui a été... Je comprends pas ce joueur. Honnêtement, je vais le dire, je comprends pas ce joueur capable de faire des 40 grands chelems et puis les 3 grands chelems d'après perdre au premier tour et tu sais pas pourquoi. T'as des problèmes physiques comme Thomas Marat. J'ai l'impression que Marat et Lihečka sont les mêmes joueurs en fait. Les deux sont pareils. Les deux sont capables de faire une énorme performance en grand chelem et on n'est pas surpris parce qu'ils ont un talent brut qui fait qu'ils peuvent être top 15 facilement. Et puis t'as des moments, ils sont complètement éteints. Tu les vois pas pendant 2 mois. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ni vu ni connu, en un claquement de doigts, ils reviennent, ils font un quart de finale et puis ils disparaissent. Donc ouais, c'est deux joueurs un petit peu bizarres, Marat et Lihečka, parce que Marat va faire face à Grigor Dimitrov demain. Mais ouais, franchement, top victoire pour Arthur Géa. Et comme j'ai dit, au tableau qui s'ouvre du coup, parce qu'il joue Wawrinka, c'est pas la Wawrinka d'il y a 10 ans, c'est un Wawrinka qui a 40 ans, donc à voir comment il va gérer les 3h20 dans les pattes. Et ouais, il y a une possibilité pour Arthur Géa, il y a évidemment aussi une possibilité pour Stan Wawrinka, donc à voir ce qu'il va se passer. Et malheureusement, on a perdu le numéro 1 français. On a perdu Arthur Rinderknecht qui, je trouve que l'état de grâce s'est quand même arrêté. L'état de grâce s'est arrêté pour Rinderknecht qui s'est passé la saison dernière, la deuxième partie de saison 2025 qui était complètement dingue. On sent qu'il ne fait pas un mauvais match. Marozsan fait un très bon match. Il perd et c'est entre guillemets logique. Et voilà, l'état de grâce de Rinderknecht, tout ce qui s'est passé l'an dernier, je pense que si ce match il se joue en juillet dernier, en août dernier, Rinderknecht, il le gagne. Je pense qu'il le gagne parce qu'il était dans un état de grâce qui faisait que tous les moments où ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, ça basculait souvent de son côté parce qu'il avait cette confiance, cette réussite et tout lui réussissait. Et là, les moments où ça commençait un petit peu à pouvoir être d'un sens ou dans l'autre, c'était plus du côté de Marozsan parce que Rinderknecht, comme j'ai dit, l'état de grâce pour moi, il se termine. Et pour moi, sa place, elle est plus entre 30 et 40, entre 30 et 50 qu'entre 30 et 20. Donc là, il est au-dessus, je pense, du niveau qu'il peut avoir régulièrement parce qu'il a fait une fin de saison dernière complètement dingue. Et il a eu ce coup de chaud, évidemment, à partir de sa victoire face à Zverev. Il y a eu cette finale à Shanghai. Il y a eu tellement de choses pour Rinderknecht qui se sont passées la saison dernière. C'était vraiment magnifique tout ce qu'il a fait, Rinderknecht, l'an dernier. Que là, il faut redémarrer une nouvelle saison. T'es numéro 1 français. Donc maintenant, t'as aussi la pression d'être attendu par tout le monde. Et voilà, tu perds face à Marozsan. Et entre guillemets, c'est logique. Et globalement, on a eu quand même de petites défaites françaises. On a eu Atman aussi. Alors ça, franchement, Atman, bref.
Rien à dire sur Terence Atman. Quentin Alice qui a réussi à passer face à Tabilo, ça c'est vraiment bien pour Quentin Alice. Alexandre Müller qui gagne face à Popirine, ça c'est top. Arthur Gia qui s'impose face à Liège, franchement ça aussi c'est top. Donc voilà, on a eu des petits trucs bien, des petits trucs moins bien chez les Français. Mais on a encore quelques-uns en deuxième tour. Et bon, bah, on espère qu'on aura un petit peu encore. Il y a une Pestipa Icar qui va jouer demain. Manarino aussi qui a perdu aujourd'hui, malheureusement. Je pense que Manarino, je pense que c'est peut-être la saison de trop cette saison. Il y a eu cette remontada la saison dernière alors qu'on pensait qu'il était complètement mort. Mais je pense que là, pour le coup, cette saison, il va vraiment, ça va vraiment peut-être être la saison de trop. En tout cas, la dernière pour Manarino qui, je pense, va ranger ses raquettes à la fin de saison. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée de l'Open d'Australie, cette deuxième journée de l'Open d'Australie, du match de Novak Djokovic, de la performance de nos Français, de la perte de Wawrinka ou de Marin Cilic aussi qui s'est imposé d'ailleurs contre Altmaier 6-0, 6-0, 7-6. Voilà, si la déception pour Félix Auger-Aliassime, tout ce que vous avez retenu de cette journée, cette deuxième journée de l'Open d'Australie. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.